nous Serge Pogam, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue, vous avez dirigé, repensé la solidarité aux éditions Le PUF. Alors on entendait au début du documentaire « Je suis à moitié SDF ». Ça paraît incroyable. Avant on était SDF ou on était dans la société. Là on sent vraiment que c'est à cheval entre les deux. Ah oui, tout à fait. Là, effectivement, dans le reportage, on voit vraiment des situations où la personne sans logement essaye de dissimuler sa situation. Il peut avoir un emploi, il peut avoir des amis, sans véritablement leur dire qu'il n'a pas de logement. Et c'est vraiment cette situation qui est étrange, parce qu'on a la représentation commune du SDF qui est marginalisé, qui cumule de nombreux handicaps et qui ne peut pas trouver sa place dans le monde du travail. On est à moitié SDF, pour reprendre l'expression qui était donnée. Et effectivement, c'est quelque chose que l'on ne trouvait pas, par exemple, il y a une vingtaine d'années. Justement, qu'est-ce qui a changé, on va dire, entre l'appel de l'abbé Pierre en 1954, hiver 54, et aujourd'hui dans cette forme de pauvreté et de précarité ? On pourrait distinguer trois grandes périodes. Effectivement, la période de l'insurrection de la bonté de l'abbé Pierre, quand il intervient dans une situation de grave crise du logement, parce que la France se reconstruit très péniblement. Il y a eu beaucoup de destruction de logements. On a créé des baraques en bois pour loger des personnes, mais on voit qu'il n'y a pas suffisamment de logements sociaux. Et l'appel de l'abbé Pierre permet effectivement de construire rapidement un nombre très impressionnant de logements sociaux à partir du milieu des années 50. Mais on est aussi dans une période de plein emploi. Ou de quasi plein emploi, si bien que cela permet à la France de se moderniser. Les années 80, je dirais, c'est une deuxième période où on redécouvre la pauvreté après les 30 glorieuses. Et les personnes qui sont mal logées, ce sont avant tout les chômeurs de longue durée, qui sortent des mailles du système de protection sociale et qui n'ont finalement on n'a pas encore le RMI, que les aides de l'assistance pour pouvoir survivre. Et aujourd'hui, on dirait que ce n'est pas simplement les chômeurs de longue durée, c'est aussi les personnes qui ont un emploi, mais qui est un emploi à temps partiel. Ce sont les travailleurs pauvres, par exemple, qui n'arrivent pas donc à accéder à un logement. Si bien que la situation, par rapport de la France par rapport à d'autres pays, on a à la fois un gros problème du chômage, mais en même temps des franges importantes de la population qui sont mal intégrées. Moi, dans mes travaux, j'ai parlé d'intégration professionnelle disqualifiante, au sens où c'est vraiment des personnes qui cumulent beaucoup de difficultés sur le marché du travail et n'arrivent pas à s'y stabiliser. Trop pauvres, finalement, pour accéder à un logement, pour accéder à cette odeur du café, à cette boîte aux lettres qui est une image très forte du documentaire. Alors, combien sont-ils ces Français qui aujourd'hui n'ont plus accès à un logement décent ? Alors, les chiffres sont difficiles à établir. On sait par exemple que si on se réfère aux places disponibles dans les foyers d'hébergement, il y en a à peu près 100 000. Et donc, on peut dire que globalement, ces places sont occupées. Donc, au minimum, il y aurait 100 000 sans-abri. Mais on peut aller au-delà et voir aussi des personnes qui... Et le nombre a apparemment grossi ces dernières années, des personnes qui vivent dans des abris de fortune. Et si on compte effectivement les personnes en plus qui n'arrivent pas à se loger, on atteint à peu près entre 900 000 et 1 million. C'est énorme. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que les Français sont en train de s'appauvrir ? Alors, je dirais que si on se réfère à des indicateurs de revenus, c'est un peu discutable, parce que on peut effectivement dire qu'il n'y a pas d'effondrement du niveau de vie global des Français. En revanche, il y a une précarité qui s'est très diffusée dans la société française. On peut être au-dessus du seuil de pauvreté, mais vraiment très 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 proche de ce seuil et de connaître des situations de grande instabilité. Si bien que la mesure traditionnelle de la pauvreté à partir d'un seuil unique, d'un seuil monétaire, est assez inadapté pour mesurer véritablement les grandes évolutions de la société française. Et la réalité du quotidien de ces gens. Donc on peut à un moment donné se retrouver au-dessus du seuil et puis quelques jours plus tard en dessous du seuil, parce qu'effectivement on est dans des emplois instables. Regardez des personnes qui font des extras par exemple dans la restauration. Donc ces personnes-là peuvent avoir à un moment donné de l'argent, mais pas suffisamment pour pouvoir accéder à un logement, donner des garanties à un bailleur par exemple, pour pouvoir
pouvoir accéder à un logement. Donc elles restent dans des situations de grande précarité. Voilà, précarité parce qu'on n'arrive pas à accéder à un logement, à produire, on va dire, les pièces suffisantes pour qu'un propriétaire nous dise « Ok, le logement est pour vous ». Alors, récemment, ces derniers jours, les sénateurs ont examiné le projet de loi de droit au logement opposable. En clair, c'est par la loi imposer un droit du logement à tout le monde. Est-ce que là, c'est suffisant, on est sur la bonne voie? Alors, on peut dire qu'on est sur la bonne voie. De toute façon, les associations, pendant de nombreuses années, on pourrait dire presque pendant les 10 dernières années, ont réclamé des mesures vraiment plus énergiques pour pouvoir construire, accélérer la construction de logements sociaux. Et il est vrai que beaucoup de collectivités locales, beaucoup de maires résistaient à ce besoin de logements sociaux et préféraient 20% parfois 20% par commune, c'est ça. C'est ça, 20% voilà. par commune de logements sociaux par commune. Beaucoup de communes sont très en dessous de ces 20% et préfèrent finalement payer une indemnité plutôt une amende en quelque sorte plutôt que de construire des logements sociaux. Alors là, on sent quand même une évolution y compris donc au Sénat où il y a eu un certain nombre d'amendements qui allaient plutôt dans le sens d'une sévérité accrue à l'égard donc des communes qui ne joueraient pas le jeu. Donc il y a, je crois, effectivement une prise de conscience importante ces derniers mois autour de ce droit au logement opposable. Alors très bien, prise de conscience et inciter, sanctionner, voire les municipalités qui ne respecteraient pas ces 20% de logements sociaux dans leur commune. Encore faut-il trouver les moyens de les financer, ces logements sociaux. Alors qui? Ce sont les communes, les départements, l'État, qui? Alors, je crois que les moyens, ils existent, mais la question est de pouvoir créer un climat de solidarité à l'échelon national, bien sûr, mais aussi à l'échelon local, à l'échelon de l'intercommunalité. Souvent, c'est un peu la guéguerre entre les collectivités. Un tel va prendre des logements sociaux, mais pendant que les autres, effectivement, ne vont pas en prendre. Donc, la commune qui va faire du logement social, ça va être la commune qui va être le réservoir de pauvreté à l'échelon local. Donc ça, effectivement, ça peut se mettre en place de façon concertée, à condition que l'on fasse de la solidarité un point important de paix sociale et d'harmonie pour une plus grande mixité sociale également dans l'espace. Et cela est tout à fait possible de le faire à l'échelon local, comme on peut le faire à d'autres échelons, et en particulier, il est important aussi qu'il y ait un sens de la solidarité nationale qui soit rappelé à cette occasion. Ouais, que l'État ne se désengage pas pour autant. Absolument. Voilà, et c'est repenser la solidarité si on veut réfléchir un peu plus loin, au-delà du logement. Une lecture que je vous conseille, repenser la solidarité aux éditions PUF. Merci beaucoup Serge Pogam, merci.